Bonjour à tous, ici Stéphanie, c'est moi, et Sylvie Descleb pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de demain. Les Adultes de demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité pour éduquer autrement. C'est aussi un livre qui s'intitule Offrir le meilleur aux enfants aux éditions Hatier. Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site internet lesadultesdedemain.com. Je vous avais promis de magnifiques rencontres en 2024, celle-ci en fait évidemment partie. Jérôme Collin est une grande personnalité du monde de la radio, mais aussi de l'écriture, puisqu'il a publié dernièrement Les Dragons aux éditions Alary. Ce livre parle de la jeunesse, de celle qui souffre, que l'on ne voit pas et que l'on n'écoute malheureusement pas. On a parlé d'exclusion, de normalisation, de l'évolution que l'on rêverait de voir dans le système scolaire, et surtout de l'importance du collectif et du soin des autres pour aller mieux. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Jérôme. Bonjour. J'ai découvert très récemment ton travail et pour être honnête, une amie m'a dit un jour de lire ton livre Les Dragons et m'a vivement conseillé de le lire parce que selon elle, ça résonnait beaucoup avec le contenu de mon podcast. Je l'ai donc acheté et je l'ai dévoré en quelques jours. C'est un roman puissant qui traite des adolescents et de ceux qui souffrent au point d'être internés dans des centres de soins. Tu es romancier et journaliste radio. Et j'aimerais savoir, pour commencer, pourquoi est-ce que tu as décidé, à travers le texte Les Dragons, de suivre des adolescents en hôpital psychiatrique ? Alors, déjà, bonjour à tout le monde, et à toi et à tous les auditrices, auditeurs. Merci de vous intéresser aux dragons. C'est important pour moi. Moi, je suis belge et c'est important pour moi que le livre soit lu partout, en Belgique évidemment, mais aussi à l'étranger, parce qu'en fait, c'est pas un problème de frontières dont je parle. C'est le problème d'une jeunesse aujourd'hui. Je voyais autour de moi, que ce soit mes enfants, que ce soit les amis de mes enfants, que ce soit les statistiques que je lisais dans la presse, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec cette adolescence. Et j'ai voulu pousser des portes pour voir ce qu'on ne voit pas. Et ce qu'on ne voit pas, c'est le mal-être adolescent quand il est extrêmement symptomatique. Soit il est caché derrière les portes de nos familles, de nos maisons, on le cache parce qu'on en a honte. Soit à un moment, il est caché derrière les portes des hôpitaux. Et j'ai décidé de pousser la porte des hôpitaux pour aller rencontrer non seulement évidemment les soignants, mais surtout les jeunes pour leur poser un tas de questions. Justement, raconte-nous comment tu t'y es pris pour écrire ce livre. Tu dis que tu es allé en hôpital psychiatrique. Est-ce que concrètement, tu as partagé le quotidien de ces jeunes qui sont internés ? Oui. Ah oui, massivement même. Je suis resté des mois. En fait, j'avais lu... je me suis souvenu de mon adolescence. C'était une adolescence assez isolée, assez seule, même s'il y avait du monde autour. Je rentrais pas dans le groupe. J'étais un peu exclu scolaire, on m'excluait de l'école, etc. Mais j'avais un peu oublié, bizarrement. Et c'est quand mes enfants ont vécu ça, quand un de mes enfants a revécu ça, moi j'ai 2 garçons et une fille, et quand un de mes fils a revécu ça, ça m'est un peu remonté comme ça au visage, en me disant, mince, j'avais oublié combien c'était difficile cette adolescence. Et c'était difficile en tant qu'adolescent à l'époque, et c'était difficile en tant que père d'être reconfronté à cette adolescence aussi pour moi. Et puis, derrière l'adolescence, il y a un autre truc qui n'a peut-être rien à voir avec l'adolescence, peut-être tout, c'est la souffrance. Et je voulais aller voir cette souffrance et rencontrer les enfants qui souffraient et leur demander pourquoi vous souffrez et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. Si je peux être ne fût-ce qu'une voix pour vous qui n'en avez pas, eh bien, je le serai. C'est pour ça que je suis allé les voir. Parce que je ne comprenais pas les statistiques que je lisais. Je lisais des statistiques qui disaient un enfant sur 3, entre 12 et 18 ans, déclare avoir des troubles anxieux ou souffrir de dépression. Un enfant sur 3. Je lisais par ailleurs, un enfant sur 10 a déjà pensé au suicide. Un enfant sur 10, ça veut dire que dans une classe de 30 élèves, il y en a 3 qui ont déjà eu envie de mourir. Et je ne parvenais absolument pas à intégrer ces statistiques. Elles ne voulaient rien dire pour moi et elles étaient pourtant effrayantes.
Et ça, je déteste dans ma vie. Et donc, quand quelque chose se passe et qui est comme ça, que je ne parviens pas à le processer, eh ben, je décide d'écrire un livre. Et Les Dragons, je l'ai écrit pour ça, pour essayer de comprendre. Alors, j'ai pas tout compris, probablement rien. Mais par contre, j'ai essayé, du coup, de donner une voix à ces enfants. Et donc, je suis allé les voir. J'ai commencé, je savais que je voulais raconter une histoire d'amour, le premier choc amoureux dans la vie. Parce que moi, j'ai eu de la chance de vivre un choc amoureux dans ma vie. Et je voulais le raconter. Et je savais en allant là-bas que je voulais raconter ce choc amoureux, mais je savais que ce choc amoureux allait avoir lieu derrière les murs d'un hôpital psychiatrique. Entre deux enfants qu'on dit différents, que l'on dit malades. Moi, je dis que ce sont des dragons. Je trouve ça plus joli que les malades. Ouais. Et j'ai commencé à écrire et j'ai très vite compris que je manquais de vérité, que je manquais de matière, que je manquais de réalité, d'imagination, de tout. Mais ça ne me pose pas de problème. Je sais que c'est un long processus, le processus d'écriture. Et donc, j'ai appelé un psychiatre et je lui ai exposé mon projet. Je lui ai dit, écoutez, je sais bien que je veux raconter une histoire d'amour. Je sais que c'est entre deux enfants qui vont pas bien, mais il faut que je les rencontre parce qu'en fait, je me souviens plus ce que c'est d'avoir été adolescent. J'ai souffert, mais je ne m'en souviens pas assez bien. Et il m'a dit, venez. Et je suis allé dans cet hôpital psychiatrique et j'ai eu accès à absolument tout, sauf la nuit que je ne pouvais pas passer là-bas. C'était un hôpital ici en Belgique, dans une ville de province. Et il y avait 20 enfants. Le jour où je suis arrivé dans cet hôpital psychiatrique, il y avait une réunion communautaire avec tous les soignants et tous les enfants. Il y avait 20 enfants, il y avait 16 filles et 4 garçons. Moi, je suis journaliste par ailleurs ici en Belgique, à la radio-télévision belge. Et vraiment, quand je vois 16 filles, 4 garçons, déjà, j'ai 6 lampes alarmes qui s'allument. Je me dis pourquoi. Et en fait, à la seconde où je suis rentré là-bas, il y a eu deux choses. Il y a eu la fascination, et deux, une espèce de décharge d'amour pour ces enfants. J'avais de la tendresse, mais j'avais pas de pitié. Je voulais pas avoir ça pour eux. Mais par contre, j'avais beaucoup d'amour. Et au fil des jours, et puis des mois, parce que je suis resté là plus de 3 mois, j'ai appris à les connaître. Ils ont appris à me connaître. Et on a échangé, parce que c'était pour ça que j'y allais. Et c'est vrai que certains sont devenus vraiment des personnages centraux dans Les Dragons, dans le roman, parce que ils étaient dignes qu'on récolte leurs paroles et qu'on la donne à d'autres. Et pour moi, le seul intérêt des Dragons, c'est j'espère avoir écrit un joli roman et que c'est une belle histoire d'amour et que c'est plein de choses. Mais ce qui m'importe, moi, c'est que la voix de ces enfants soit entendue. Voilà. Et qu'est-ce que ces enfants, ils ont envie de dire ? Qu'est-ce que ces enfants ? Qu'est-ce que ces enfants ont envie de dire ? Oh là là, ils ont envie de nous dire mais tellement de choses. Déjà, ils ont envie de nous mettre à l'épreuve pour voir si nous sommes dignes de leur confiance. Parce que c'est les enfants qui ont des fois des histoires particulières avec des adultes, durs, cruels, inimaginables pour certains, invivables pour d'autres. Donc il y a un petit moment quand même de mise à l'épreuve. Moi, ils m'ont mis à l'épreuve. 3 jours, ils ne sont pas venus me parler. J'étais dans la cuisine du centre et ils ne m'ont pas parlé. Et je me disais, ils sont lourds quand même. Et puis quand j'ai appris à les connaître, j'ai parfaitement compris pourquoi ils n'étaient pas venus me parler. Parce que j'étais un adulte. Et que d'abord, il fallait vérifier si j'étais digne de leur confiance ou pas. Et il a fallu batailler et gagner leur confiance. Et ils ont raison de se méfier de nous. Parce qu'on leur donne un monde qui n'est pas simple. Et donc, je ne vois pas pourquoi ils nous donneraient les clés de leur confiance sans rien vérifier. Et puis, des choses à nous dire, ça dépend de l'enfant. Ils ont tous des parcours différents. Ils ont tous des souffrances différentes. Et ils ont tous des choses à nous dire différentes. Moi, la jeune fille de laquelle j'étais le plus proche pendant tout ce travail, elle s'appelait Nell. Elle est malheureusement décédée aujourd'hui. Et c'est le grand drame, évidemment, de l'écriture des Dragons et de ce livre. Et
elle est au centre du roman. Le personnage de Colette, il est largement inspiré d'elle. Et des discussions interminables que j'ai eues avec elle pendant des jours et des jours. Et elle avait beaucoup de choses à me dire. Alors moi, j'avais beaucoup de choses à lui dire. C'est marrant, hein, ça va dans les deux sens. Mais elle avait beaucoup de choses à me dire. Mais là, je pense que la chose la plus importante qu'elle m'a dite, des heures et des heures et des heures de discussion qu'on a pu avoir tous les deux, c'est une question avec laquelle elle m'a laissé désormais, pour le restant de ma vie. Elle m'a dit un jour, mais Jérôme, entre toi et moi, qui est malade? Et c'était une excellente question. Elle m'a dit, elle souffrait d'une espèce de mélancolie, de dépression terrible. Elle ne voyait pas du tout le sens de la vie, comment y prendre part. Elle ne se trouvait pas aimable alors qu'elle l'était. Plein de choses. Et elle m'a dit, est-ce que c'est toi, Jérôme, qui est malade? Toi qui es capable de faire plein de compromis dans ta vie. Elle me dit, tu es probablement capable de passer devant quelqu'un dans la rue qui va dormir dehors et même pas de fouiller dans ta poche pour voir si tu as 1 euro. Et c'est vrai, je suis capable de faire ça. Ça m'est arrivé dans ma vie, plein de fois. Elle me dit, est-ce que c'est toi qui es malade, Jérôme, qui est capable de faire ce genre de choses? Ou est-ce que c'est moi qui suis incapable de vivre avec ça? Moi, quand je croise cette personne dans la rue et que je sais qu'elle va dormir dehors, je suis tétanisé et je n'en dors pas. Et le lendemain, je ne veux pas vivre. Qui est malade des deux? Toi qui es capable de passer à côté, ou moi qui suis incapable de tolérer ça? Et franchement, c'est la meilleure question du monde. Oui. C'est une question d'une puissance folle. Et malheureusement, elle n'est plus là aujourd'hui, mais sa question me reste. Et j'espère fait de temps en temps de moi quelqu'un de meilleur. Mais la question mérite d'être posée parce qu'elle est à la base de toute forme d'exclusion. Les Dragons, je pense que c'est un roman qui parle de la normalité et de ce que c'est cette espèce d'autorité supérieure qui nous oblige à être normaux. Et l'exclusion, qu'elle soit scolaire et puis de l'entreprise ou de la famille ou le racisme ou l'homophobie, etc., ça vient de là. Ça vient de ne pas être dans la norme. Et or, cette question de qui est malade, c'est ça. Elle pose la question de la norme. Pourquoi est-ce qu'on exclut un enfant de l'école? Parce qu'il est différent. Mais on n'a pas le droit d'exclure un enfant parce qu'il est différent. Parce que ça reste un enfant. Et donc, cette question-là, je trouve qu'elle est à la base, chez moi en tout cas, d'une remise en question absolument globale. Ouais. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Tant de choses, mais parmi ces choses, je pense que la plus importante, c'était celle-là. Et moi, j'allais leur dire d'autres choses que je leur dis dans Les Dragons. Dans Les Dragons, j'essaye de leur dire, vous n'êtes pas seuls. Dans Les Dragons, j'essaye de leur dire, attends. Un jour, quelqu'un va arriver, tu ne t'y attends pas. Et cette personne va tout bouleverser. J'essaye de leur dire ces choses-là aussi. Voilà. Ce que j'ai souligné dans ton livre aussi, une phrase qui m'a marquée, c'est que tu dis à un moment, l'échange était, selon lui, la seule voie possible vers la réparation. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Très honnêtement, aujourd'hui, j'ai très bien entamé la quarantaine et je ne crois pas être sûr de grand-chose dans la vie. La seule chose que je ressens d'instinct et que je crois avoir apprise de ce passage déjà assez long sur Terre, c'est ça. C'est qu'on ne vit qu'avec les autres. C'est que le repli sur soi, c'est que se développer personnellement, ça n'a pas de sens. Je pense qu'on ne se développe que collectivement. Je pense qu'il n'y a de soin que dans les autres. Et je pense qu'un coucher de soleil, c'est très beau, mais tout seul, c'est très chiant. Et qu'il n'y a de beauté dans le monde que dans le partage et qu'il n'y a de soin dans le monde que dans le partage. Je pense que la plus belle, c'est ce que j'ai écrit dans Les Dragons, je pense vraiment que la plus belle chose du monde, c'est les autres. Et que la seule raison d'être au monde et de vouloir vivre demain, c'est les autres. Oui. C'est pas de savoir qu'un jour, on va avoir une Ferrari, quoi. C'est les autres. Et j'ai vu
les dangers du repli sur soi, parce que tous ces enfants, c'est les enfants qui s'étaient repliés sur eux, à un moment, dans leur chambre, qui avaient été exclus de l'école, exclus d'un autre truc, exclus d'un autre, et qui à un moment s'étaient retrouvés seuls. Et quand on se retrouve seul, il n'y a plus qu'une personne à qui s'en prendre. C'est soi. Et c'est pas une bonne chose. Et on voit tous les enfants, dans le centre dans lequel je suis allé, toutes les 8 semaines, les enfants devaient sortir. Une semaine, et puis revenir à leur demande si jamais ils en avaient besoin. Et chaque fois qu'il y en a un qui sortait, je disais, mais qu'est-ce qui t'a plus marqué pendant tes 8 semaines ici? Et chaque fois, ils avaient la même réponse. Chaque fois, c'était le groupe, les amis, les autres, les pères, les autres. Et ça veut dire quelque chose quand même. Ouais. Ça veut dire que là-bas, ils avaient appris que l'autre n'est pas tout le temps persécutant et que l'autre, ça peut être merveilleux. Voilà. Et tu parles régulièrement du système scolaire. Tu dis notamment dans le livre, pourquoi doit-il y avoir des premiers et des derniers? Qu'est-ce que tu as à dire sur notre système scolaire aujourd'hui? On a combien d'heures? J'ai écrit avant les dragons, j'ai écrit un autre roman qui s'appelle Le champ de bataille. Et dans le champ de bataille, il y a vraiment un large chapitre sur l'école, sur un père qui comprend pas l'école dans laquelle est son fils. Il y a une menace de renvoi. Moi, je milite ici en Belgique contre le renvoi scolaire, contre l'exclusion scolaire, parce que je pense que ce n'est jamais bon. Ouais. Alors, je comprends que c'est très difficile pour un prof d'avoir dans sa classe quelqu'un qui empêche de donner la classe. Moi, les profs n'en peuvent rien, mais l'institution scolaire doit mettre en place des choses pour que ces enfants qui ne peuvent pas être en classe restent à l'école, ne soient pas renvoyés chez eux. Être renvoyé chez soi, c'est le premier pas vers le grand mal-être. Ouais. Et donc, il y a une responsabilité de l'école. Et dans le champ de bataille et dans les dragons, ce que je dis entre les lignes, c'est, je crois, la race a muté et l'école est restée dans les cavernes. Je pense qu'on donne l'école de manière industrielle aujourd'hui, sauf qu'on n'est plus à l'ère industrielle. Ouais. Avant, on donnait l'école à tout le monde et on demandait à tous les enfants d'avancer à la même allure parce que on allait tous faire le même métier. On allait aller à l'usine à côté de la maison et à côté de l'école et à côté de l'église. Mais maintenant, c'est plus ça. Et donc, il me semble que l'école est une école d'un autre siècle et que je connais peu l'école du 21e siècle. Ouais. Et que je vois les apprentissages que doivent faire mes enfants et je vois aussi les apprentissages qu'ils ne doivent pas faire et qui me paraissent tellement importants. Je vois mes enfants vivre dans une société de l'image. Ils regardent des images toute la journée sur leur téléphone, bazar, etc. Mais on leur demande encore absolument d'écrire sans faute. Moi, j'adore quand on écrit sans faute. Je trouve ça chouette. Mais dans une société de l'image, il faut aussi décortiquer une image sans faute. Pas seulement écrire sans faute. Or, eh bien, ils n'ont pas appris à décortiquer une image. Qui a posté cette image? Pourquoi? Dans quel but? Pourquoi elle m'arrive maintenant? Quelle est cette image? Ils ne savent pas faire ça alors que c'est leur langage premier. Ils consomment de l'image. Et je suis étonné que l'école ne le fasse pas. Ouais. Parce que c'est une priorité. Ils vont être extrêmement manipulables s'ils ne savent pas décortiquer une image. Ça, parmi 1000 autres choses. Ouais. Et la compétition que l'on apprend à l'école me paraît pas être un beau modèle de société. Ouais. Parce que tout ce qu'on apprend à l'école, on va le reproduire parce qu'on va l'intégrer. Ça va devenir normal. Et puis, on va être patron d'une PME et on va faire la même chose. On va faire ce qu'on nous a appris. Et on va exclure et on va dessiner des premiers et des derniers. Et je pense pas que le monde soit à son climax, à son potentiel quand on fait ça. Ouais. Je pense que la solidarité du groupe, etc., est une plus belle chose que la compétition. Et je ne pense pas que ce soit bisounours de penser ça. Non, ouais. Moi, par exemple, je suis pour la tricherie à l'école. C'est-à-dire que moi, je suis adulte aujourd'hui et je travaille dans une grande entreprise qui est la RTBF, qui est l'équivalent de France Télévisions en France. Il y a plein de choses que je ne sais pas faire et que je vais demander à mes collègues dans le bureau d'à côté, à l'étage du dessus, etc. Et à la fin, on parvient à le faire.
Ouais. Parce qu'on collabore. Et en classe, on doit tout faire tout seul. Et franchement, si je devais faire tout seul mon métier, j'arriverais pas. Ouais. Je ne peux le faire ici que parce que je collabore. Et je trouverais ça super d'apprendre aux enfants à collaborer. À dire, toi, tu étudies le premier chapitre, moi le deuxième, toi le troisième. On serait responsable du travail qu'on a fait pour les autres et on apprendrait à collaborer. Et je pense que c'est un apprentissage plus essentiel qu'une leçon de géographie. Ouais. Voilà. Ce que j'aime aussi beaucoup dans ce que tu dis et dans ce que tu reproches à notre système scolaire, et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur le principe de normalisation, moi c'est quelque chose qui me touche beaucoup, c'est les étiquettes qu'on colle sur les enfants. Et les dragons, c'est une étiquette malheureuse qu'on colle beaucoup à ces jeunes qui ne rentrent pas dans le moule. Pour Ouais. autant, je pense qu'il n'y a personne qui rentre dans le moule. Et ça, je trouve que c'est essentiel ce que tu partages là-dessus. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Parce que la question de la normalité, elle est dans tous mes livres et elle est dans, je pense, toutes mes émissions de radio et toutes mes émissions de télé ici en Belgique. Je pense que c'est la vraie question. Quand le gamin arrive dans le centre psychiatrique, il y a une éducatrice qui lui dit, tu crois que tu es normal, mais c'est pas vrai. Personne n'est normal. Tout le monde a quelque chose à réparer. Personne n'est normal. Et je trouve que c'est important que nous l'entendions par rapport à nos enfants. Parce qu'on n'a jamais les enfants qu'on a fantasmés. Ça n'arrive pas. Ça pousse de travers, ces trucs-là. Et c'est très bien comme ça, en fait. Ouais. Mais on s'est tellement habitué à vivre dans des normes qu'on voudrait que nos enfants y soient. Ouais. Moi, par exemple, j'ai un souvenir effroyable de l'école. Je suis absolument contre l'institution scolaire, mais j'ai tellement poussé pour que mes enfants soient des bons élèves. Qu'est-ce que c'est paradoxal, non? Parce que je me suis dit, ce sera plus facile pour eux s'ils sont dans la norme. Et en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai, je me suis trompé. Ils m'ont résisté et ils ont eu raison. Et ils ont gagné, et tant mieux. Et donc, cette question de la norme, elle est centrale. Parce que, et c'est d'ailleurs pour ça que les dragons, le livre, il s'appelle Les Dragons. C'est parce que on parle de normes et d'étiquettes. Le monde est fait comme ça et il va pas changer. Mais alors, ayons de belles étiquettes. C'est-à-dire que ces enfants-là, c'est les anormaux, les dépressifs, les malades, les fous. C'est atroce. C'est atroce. Ils ne sont rien de tout ça en réalité. Et c'est pour ça que j'ai voulu aussi, moi, leur donner une étiquette. Mais une étiquette dont ils allaient pouvoir être fiers. Et je trouve qu'être un dragon, c'est plus joli qu'être un malade. Être un dragon, c'est plus joli qu'être un fou. Et en même temps, ça veut dire tu n'es pas seul. Nous sommes une communauté. Nous sommes légion. On est incroyablement nombreux à partir du moment où on commence à s'intéresser l'un à l'autre. En fait, on réalise que le monde est peuplé de dragons. Et c'était ça l'idée du livre. C'était juste de dire, et aux enfants, vous n'êtes pas seuls, et de dire aussi à leurs parents qui ne sont pas seuls. Parce que c'est une chose, les enfants, mais les parents, c'est une autre chose. Quand on a un enfant qui va mal, on peut se sentir très, très seul, très, très isolé. Ne plus savoir que faire et penser qu'on est seul. Or, on n'est pas seul. Si on en parle un peu autour de nous, on va voir qu'on n'est pas seul. Mais il faut oser en parler. Il ne faut pas qu'il y ait de tabou autour de cette santé mentale des jeunes. Si on revient à cette souffrance chez les jeunes, selon toi, qu'est-ce que ça dit de notre société? Beaucoup de choses. Ma théorie, et elle vaut ce qu'elle vaut, parce qu'en fait, il y en a 1000 autres, mais ma théorie que j'ai bâtie en parlant à beaucoup de psychiatres pour l'écriture de livres, et c'est pour ça que je l'expose quand même partiellement à la fin du livre, quand le héros retourne à l'endroit où sa vie a changé quand il était jeune, c'est que je pense que le capitalisme, le système dans lequel nous vivons, n'a rien à offrir. Sinon, de pur plaisir de junkie, je consomme
je suis content, j'ai fait une descente, je dois reconsommer, je suis content, je fais une descente, etc., etc. Vraiment un modèle de junkie. Et peut-être que dans le capitalisme, il n'y a pas d'idéal. Et ce que ces enfants m'ont beaucoup dit, c'est qu'ils ne voyaient pas pourquoi ils devaient devenir adultes, parce que ils ne voyaient pas le sens que ça avait, le rôle qu'ils allaient pouvoir jouer. Ils ne voyaient pas ça. Et on ne peut pas leur en vouloir, parce que très honnêtement, moi j'ai 49 ans et je ne vois toujours pas non plus. Et peut-être que ce système, il manque d'un idéal commun. Et que tout est morcelé. Et que il faudrait vraiment que nous, les adultes, on réfléchisse pour les générations à venir à proposer aux enfants un idéal. Ouais. Quelque chose qui est de l'ordre de l'idéal. Et pas juste de vivre dans un système où on essaie de gagner sa vie pour de toute façon le 15 du mois pas avoir de thunes. Ce n'est pas un système dans lequel on peut fondamentalement être heureux. Ouais. Et moi, je pousserais les écoles à chercher avec les enfants à inventer des systèmes dans lesquels on peut être heureux. C'est très beau. Alors, moi, je trouve que les médias, les livres, tous, en fait, on parle beaucoup de la souffrance et des maux de nos adolescents. Ouais. Et je trouve que souvent, du coup, on leur porte une étiquette très négative. Alors, toi, certes, tu as décidé de parler de cette souffrance chez les jeunes qui en ont le plus besoin d'accompagnement. Mais est-ce que, au contraire, tu as de l'espoir pour cette jeunesse? Est-ce que tu vois une force qui est différente chez eux, qu'on n'avait pas avant? Je ne sais pas si on ne l'avait pas avant, mais je vois une force chez eux. C'est une évidente. C'est pour ça que Les Dragons, c'est un livre dans lequel il y a de l'espoir. C'est un livre, je pense, un peu dur, par moments. Évidemment, il l'est. Je l'ai écrit en pleurant, moi. Donc, mais je sais aussi qu'il y a plein d'espoir. Et l'espoir, il vient de leur force. C'est une évidence. Il ne vient pas de nous. Ouais. Nous, ce qu'on leur donne, ce n'est pas un cadeau. Mais par contre, eux, ils sont là. Et c'est marrant parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec le fait que dans les médias, on parle beaucoup des ados. Je trouve qu'on donne des statistiques, mais on s'intéresse assez peu à eux, moi. Ouais, mais justement, je trouve qu'on a cette image assez froide. Sur les ados, on parle en effet de santé mentale, on parle de la dépendance aux écrans, Oui. on parle des résultats catastrophiques scolaires. Tu vois, dans ce sens-là, je trouve que... Ouais, mais on ne parle pas d'eux. Non, c'est sûr. Ils les écoutent peu. C'est marrant, hein. Ouais. On parle de leur dépendance, on parle de leurs résultats scolaires, etc. Mais on ne parle pas de ce qu'ils vivent. On ne parle pas de ce que c'est d'être un jeune au XXIe siècle, après le Covid. On en parle très peu. On en parle très, très peu. On parle des symptômes. Et les symptômes, c'est l'échec scolaire, c'est de se réfugier derrière son écran, etc. C'est s'isoler, hein, être derrière un écran. C'est un symptôme. Hein. Et ce qui est marrant, c'est qu'on ne parle pas de leur vie. Et j'ai été très, très frappé, un peu contrarié par le fait que, par exemple, la presse française, elle a eu assez peur de ce livre. Pas la presse belge. La presse belge en a parlé massivement. Et la presse française, elle a été un peu plus apeurée par le livre. Par le fait, c'est anxiogène. J'ai entendu ça. C'est anxiogène. Je dis, oui, mais si on s'en occupe pas, ça va devenir terrible. Bah oui, bien sûr. Et donc, il faut parler de ces enfants, il faut leur donner la parole, parce que de la force, oui, ils en ont. Et ils vont faire avec. Et la vérité, c'est que la plupart des enfants que j'ai rencontrés dans ce centre vont mener une belle vie. Quelqu'un va arriver. Quelque chose va débloquer. Évidemment, ils auront un sac à dos un peu lourd pendant quelques années. Évidemment. Mais ce sera vivable. Et puis, ils vont déposer quelques cailloux chaque année. Et ça va aller. C'est ça, la vérité. Donc, de la force, ils en ont plein. Ouais. Évidemment, je suis optimiste. Je suis déçu parce que nous sommes parvenus à leur léguer, mais je suis optimiste de la relève. Ouais. Dans le podcast Les adultes de demain, on a la conviction qu'on peut changer le monde par l'éducation. Qu'est-ce qui est pour toi essentiel dans l'éducation des enfants et des jeunes aujourd'hui? L'écoute.
l'écoute et leur donner le droit de parler. Je pense que c'est essentiel. Je pense que l'école qui se donne avec un sachant et des ignorants, c'est une chose, mais ça ne peut pas être qu'une chose. Ça ne peut pas être donné que comme ça, l'école. Je pense que maintenant, il faut dire aux gens qu'ils ont le droit de parler, aux enfants qu'ils ont le droit de parler. Il faut leur donner la parole un maximum, leur apprendre l'éloquence, leur apprendre à s'exprimer, leur apprendre que c'est pas noir et blanc, que c'est pas oui et non, que si on a plein de mots dans son vocabulaire, eh bien, il y a plein de nuances qui sont possibles. Et je pense que ce monde, il va avoir besoin de ça. De gens qui savent parler, parce que quand on sait parler, on sait nuancer. Et je pense vraiment que l'écoute et le droit à la parole sont des choses essentielles à apprendre aux jeunes. Moi, la plupart des jeunes que j'ai rencontrés, on leur avait dit toute leur vie de fermer leur gueule. Et je ne pense pas que ce soit une solution. Non. Et c'était aussi des enfants qui ont un parcours psychiatrique, donc qui depuis plusieurs années vont voir des psys, des psychiatres. Et c'est les enfants à qui on dit de parler, maintenant. Beaucoup. Et vous savez quoi? Après un certain temps, ils savent vraiment bien faire des phrases. Ils s'expriment extrêmement bien. C'est la première chose qui m'a surprise quand j'étais en contact avec eux. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils parlent bien, tous ces gosses? Et en fait, je pense que la raison pour laquelle ils parlaient bien, c'est parce que ça fait quelques années qu'on leur dit de parler. Ouais. Et c'est très troublant, je trouve. C'est très troublant. Et en plus, ils savent nous poser les bonnes questions, ces jeunes. Oh oui. Quelle est la suite pour les Dragons ou même pour toi, ton travail vis-à-vis des jeunes? Qu'est-ce que tu as envie de faire pour la suite par rapport à eux? En tout cas, suite, il va y avoir. C'est pas fini, c'est sûr. C'est une trop grande histoire maintenant entre eux et moi. Je continue à faire vivre le livre, c'est important. C'est un livre dans lequel j'espère avoir mis vraiment tout mon cœur, quoi. Donc, je veux qu'il soit lu, qu'il soit partagé, parce que je pense, une fois de plus, que c'est important qu'on entende leurs paroles et ce qu'ils ont à nous dire. Et puis, maintenant, j'aimerais passer à la deuxième étape, et c'est ce que je suis en train de faire pour le moment, c'est de travailler avec eux, c'est d'écrire avec eux. Je ne sais pas sous quelle forme, on est en train de réfléchir. Marrant, j'en parlais au psychiatre qui m'a accompagné pour écrire Les Dragons. Je lui en parlais ce week-end. Je lui ai dit, voilà, je sais que je veux écrire avec eux, je ne sais pas quoi. Je n'ai pas nécessairement envie qu'ils racontent leur histoire. J'ai envie de les lancer dans la fiction, de les encadrer et d'écrire, je ne sais pas, un recueil de nouvelles. Et moi, je les encadrerai. Ou qu'on écrive un roman tous ensemble, et dans lequel, évidemment, ils mettraient d'eux dans des personnages, etc. Mais j'ai envie de travailler avec eux, parce que je pense que l'écriture est une bonne chose dans la vie. Moi, ma vie, elle est plus douce depuis que j'écris. Enfin, elle est plus violente et plus douce depuis que j'écris. Mais c'est un peu paradoxal, mais on se confronte à des choses difficiles, mais l'écriture apaise. Tu as toujours écrit? J'ai toujours écrit sans me donner l'autorisation de faire lire. J'ai publié mon premier livre à presque 40 ans. Ah ouais. Parce que j'avais pas le droit. Parce qu'on m'avait dit que j'avais pas le droit. Comme à plein d'autres enfants. C'est ce qui se passe quand, à l'école, c'est compliqué. C'est que vous n'êtes pas légitime. Ouais. Et par ailleurs, j'avais fait une carrière de journaliste ici à la radio et à la télévision en Belgique. Donc, eh bien, pourtant, je ne me sentais pas légitime encore. Ouais. Comme quoi, ça nous marque profondément, hein, ces choses-là, de quand on est petit. C'est pour ça que les enfants, il faut les manipuler avec précaution. Les soigner. Ouais. J'ai une dernière question, c'est ma question rituelle du podcast. Donc, tu sais que le podcast s'appelle Les adultes de demain. Qu'est-ce que tu souhaiterais aux enfants d'aujourd'hui, les futurs adultes de demain? Oh là là. C'est terrible comme question. Parce que j'ai tellement de choses à leur souhaiter. La première chose dans la vie, je
pense que c'est d'avoir la chance de vivre une belle histoire d'amour. Qu'elle soit longue ou pas d'ailleurs, ou de vivre des histoires d'amour. Moi, je pense vraiment que c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Et les dragons, ils se terminent par une lettre d'un père à sa fille. Et ce que je souhaite aux enfants de demain, c'est ça. C'est de dire aux filles, soyez indépendantes financièrement. Ça vous permettra de partir quand vous devrez partir. Voyagez si vous le pouvez, même pas loin, c'est pas grave. Allez voir comment les gens vivent, c'est différent du village dans lequel vous avez grandi. Même 3 villes à côté. Ouais. Frottez-vous aux autres. Il n'y a que ça de vrai. Ce genre de choses. Ouais. Voilà, ce que je leur souhaite, c'est... je pense que c'est ce que chaque génération souhaite à la génération d'après. C'est qu'il y ait moins de violence. Ce qui est moins de violence, qu'on apprenne la solidarité. Parce que le monde dans lequel on vit, il est incompréhensible. C'est incompréhensible d'avoir la chance d'être sur Terre et de générer à ce point de la violence. Il y a une raison pour laquelle on le fait. Mais il faudrait qu'on règle ça petit à petit. Ouais. Merci infiniment. Je suis tellement d'accord avec toi, Jérôme. Et j'invite vraiment mes auditeurs à lire Les Dragons. Je partagerai évidemment tout ça en description du podcast. C'est un livre magnifique et qui devrait être lu par tous. À très bientôt. Au revoir. Bye. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedesclés.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc, DESC-Montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur Les Adultes de demain.